Dans mon vestiaire était écrit en gros, alors c'est en anglais, mais une erreur répétée plus d'une fois est une décision. C'est Je dis marrant, la même ça. chose à mes joueurs. On a le droit de faire des erreurs, mais toujours différentes. Pour moi, ça, c'est progresser. Ok. Et les managers font des erreurs. Si tu reproduis toujours la même erreur, c'est que tu veux C'est que ça, au bout d'un moment, c'est ou que tu n'as pas la bonne analyse et qu'il faut ou que tu n'es pas fait pour ce métier. D'abord, analyser l'échec, les raisons de l'échec, pour mieux le manager. Est-ce que c'est un échec légitime? Parce que toute défaite n'est pas un échec. Et j'avais tendance, plus jeune, à vivre chaque défaite comme un échec. Mais quelque part, quand on perd un match ici contre Villeurbanne qui a 5 fois notre budget, est-ce qu'on peut appeler ça un échec? Non. Donc il faut être capable de rebondir. Il y a des échecs et il y a des résultats. Voilà, positifs, négatifs. Mais je pense qu'on vit mieux l'échec quand on n'a pas de regrets. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Le Faire en Vrai. D'habitude, c'est Patrick qui présente, c'est mon sport préféré, donc j'allais clairement pas lui laisser la place. On va donc discuter avec Rémi Giuta, le coach historique de l'équipe de Fos-sur-Mer. Ça fait 20 ans qu'il a les rênes de ce club, il a tout vu, donc ça va être hyper inspirant. C'est toujours génial de pouvoir discuter avec des managers dans ce type de secteur. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer d'aller tirer des enseignements que vous allez pouvoir appliquer directement en entreprise. Commentez, likez, partagez la vidéo, partagez-nous vos expériences aux commentaires. 1, on sera ravis de les lire et de les commenter. 2, c'est ce qui nous permet ensuite d'avoir des managers inspirants qui viennent aussi nous partager leur expérience. Bonjour Rémi, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, ancienneté, ce que tu penses des Rubik's Cube par exemple, enfin vraiment partage-nous tout ce que tu peux nous partager. Bonjour à tous déjà. Merci pour votre sollicitation. Mais effectivement, je m'appelle Rémi Giuta, je suis un ancien joueur du club. Je suis né quasiment à Fos-sur-Mer depuis que je suis sur ces parquets-là depuis 2-3 ans. J'ai fait une rapide carrière de joueur. J'ai vécu une expérience en université américaine et une année en Pro B. Puis après un passage en National 1, je suis revenu mon club de cœur en tant que joueur, où j'ai pu découvrir les métiers d'entraîneur aussi, puisque j'ai créé à ce moment-là, tout en étant joueur, notre centre de formation, qui est agréé aujourd'hui depuis une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'on me propose les rênes de l'équipe première à seulement 26 ans, ce qui est assez anecdotique aussi. Ah ouais, c'était bien. Voilà, suite à une saison un peu particulière, le président historique m'avait demandé de faire une petite pause dans ma carrière de joueur, vu que j'étais meneur de jeu et capitaine, donc au service quand même des autres et du jeu. Donc naturellement, j'ai glissé, on va dire, vers le coaching, vu que je coachais aussi des jeunes de moins de 18 ans en championnat de France. Et voilà, et cette pause d'un an, elle a duré finalement 19, jusqu'à une pause de l'année dernière aussi, avec le haut niveau. J'avais besoin de faire une vraie coupure. Et je viens de reprendre mon poste élargi, entre guillemets, cette saison pour essayer d'aider le club à réenclencher une nouvelle dynamique qui va répondre aux enjeux du projet club. Tu as vraiment vu donc tous les secteurs en fait de tous les postes de ce milieu, quoi, du joueur jusqu'à entraîneur, jusqu'à. En tout cas de ce club, ça c'est sûr, puisque j'ai même démarré sur l'école de basket avec les petits de 3-4 ans. Donc j'ai vraiment eu, je dis que la chance, parce que je pense que quand on est manager, plus on a d'expérience, plus on s'enrichit, positive ou négative, et que c'est bien de maîtriser l'environnement global, de savoir ce qui se passe à tous les étages quand on a cette fonction élargie que j'ai. Si j'étais seulement coach, peut-être que les expériences autres ne seraient pas autant bénéfiques, mais sur l'environnement global du club, je suis du coup un peu une ressource aussi pour les personnes, parce que j'ai cette connaissance de terrain qui, après 20 ans, est assez large. Quoi. En gros, ce que tu dis, c'est que concrètement, avoir eu tous les prismes, ça t'aide dans ton management, quoi. Complètement. Ça permet aussi des fois de relativiser aussi, parce que on porte beaucoup de choses sur son dos. Et il faut réussir à des fois relativiser les choses, et le fait de voir tout ce qui se passe, et pas que le spectre de l'équipe professionnelle, où on sait que c'est là où qui génère le plus de tension, de pression, parce qu'il y a un peu l'obligation de résultat qui est là. Mais effectivement, je pense que c'est une richesse. Ouais. Avant qu'on revienne sur ton expérience de management, comment tu tombes amoureux de ce sport à l'origine? Enfin, je veux dire, tu as tout vu dedans. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. Oui, particulier aujourd'hui. Mon père était joueur de basket aussi, et il s'est installé à Fos-sur-Mer pour de la médecine, parce qu'il est devenu médecin. Il a pris un peu co-créé le club. Il a pris donc la présidence de ce club, puisqu'il n'y avait pas de club de basket quasiment à Fos. Voilà, donc je suis né au bord du terrain, fils d'un président, assis au bout du banc quand on joue au niveau départemental, à écouter les autres entraîneurs, à voir du basket du matin au soir et avoir un ballon dans les mains du matin au soir. Donc
Après, ça se fait. Ça s'est fait Vous doutez naturellement. bien que ça se fait naturellement et tout seul, j'ai eu le virus très vite. Quand tu racontais ton expérience, tu disais donc qu'à 26 ans, tu étais joueur et qu'un jour, on t'a proposé de devenir coach. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu pouvais prendre ce challenge? Enfin, En fait, c'est vrai que c'était un peu une année particulière. On a eu une année assez décevante sportivement. Et notamment, parallèlement à cette déception qu'on avait sur l'équipe, on était en National 1 à cette époque. Moi, j'avais des très bons résultats avec le centre de formation, OK. notamment avec notre équipe de moins de 18. On est allé faire le Final Four, donc les 4 meilleurs français. On battait les équipes de Villeurbanne, de HTV à l'époque, enfin tous les grands noms Enfin, en des termes grands de noms formation. Il est arrivé un moment où on avait presque plus de monde qui venait voir les jeunes jouer que l'équipe pro parce que humainement, il y avait des choses qui passaient pas entre guillemets. On avait un groupe où il y avait pas beaucoup de cohésion. OK. Voilà, un peu comme on dit, un peu d'équipe mercenaire, Ouais. ce que les gens n'aiment pas trop. Et on a eu cette année-là, et c'est là où le président m'a dit j'aimerais que tu m'aides à relancer une dynamique. Est-ce que tu es prêt à faire une pause et finalement essayer de créer sur l'équipe première ce que tu as fait sur le centre de formation. Ce que tu dis, c'est qu'il est venu chercher vraiment pour tes qualités humaines. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment l'envie Oui, de. avant tout, je pense. Le fait que tu étais quelqu'un qui suis quand même naturellement un fédérateur de groupe et qui avait besoin justement de créer cette dimension humaine, de remettre l'humain, on va dire, au service du club aussi, si c'était un peu perdu. Ma seule condition, entre guillemets, C'était. posée, c'était d'avoir carte blanche sur, bien sûr, le recrutement et d'avoir OK. les pleins pouvoirs pour faire, selon ma méthode, ma vision des choses, ce qu'il a accepté. Donc, c'est pour ça que ça a OK, duré ça 20 a ans au duré lieu 20 de. ans au lieu d'1. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que, comme je te le disais tout à l'heure, nous, on accompagne souvent des managers, enfin, tout le temps des managers. Et dans les secteurs plus classiques, généralement, on considère que le management, c'est une évolution de carrière. Donc, ça veut dire que tu vas avoir le junior classique dans une entreprise, le senior, et ensuite, tu deviens manager, parce qu'on considère que ça fait partie de l'évolution classique. Généralement, dans le sport, c'est différent. Enfin, il faut des diplômes, c'est vrai, une vraie formation. C'est considéré comme un poste à part entière. Et là, ce que tu dis, ça va un peu dans ce sens. En tout cas, il est venu te chercher pour ton côté plus Oui, humain. manager des personnes, c'est pas forcément une évolution entre guillemets de carrière. Il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne sont pas faits pour. Ou qui aiment et d'autres qui aiment pas parce que l'humain ça coûte, une grosse charge mentale, affective et je pense qu'il y a des personnes qui sont tout simplement pas à l'aise avec ça. Il faut être leader avant tout. Il y a des très très bons joueurs, si on compare avec les joueurs qui seront des excellents joueurs mais qui ne sont pas des leaders et d'autres qui sont peut-être des joueurs, on va dire, moins bons mais qui amènent du vrai leadership et je pense que c'est ce leadership-là qui transpire et qui naturellement va vers des postes de manager et pas forcément un truc linéaire comme dans n'importe quelle organisation hiérarchisée. On a tendance à avoir des progressions linéaires du style junior, senior, manager, etc. Alors qu'en réalité, nous, on vous conseille de plutôt essayer de développer des branches type expertise plus pour les gens qui sont très qualifiés techniquement. Parce que, un, ils n'ont peut-être pas envie de lâcher leur expertise. Deux, on peut être bon techniquement sans être un excellent manager. Et trois, il y a peut-être des gens dans vos équipes qui ont une fibre managériale, qui ont des expériences managériales, que ce soit avoir eu du leadership au sein d'une équipe ou alors une expérience passée. Donc en tout cas, voilà, essayez plutôt d'aller chercher les gens qui ont de la fibre managériale pour les postes de management. Et donc pour les gens qui sont très experts techniquement, on essaye de développer une branche plus précise et technique pour eux. Tu parles beaucoup de leadership. Pour toi, ça veut dire quoi, surtout dans ce secteur? Leadership, alors moi, naturellement, ça s'est fait de par ma formation en tant que joueur. Parce que quand on est un meneur de jeu au basket, comme son nom l'indique, on mène le jeu, on guide les autres, on joue pour les autres, on doit faire briller ses coéquipiers sans s'oublier, on doit intervenir quand ça va mal aussi. Moi, le meneur de jeu, c'est le coach sur le terrain. Ouais. Donc finalement, ça s'est fait très naturellement pour moi. Je faisais la même chose en étant assis à côté et sans forcément démontrer, ce qui était quand même très compliqué au début, parce que quand on est jeune, souvent, c'est mieux montrer comment il faut faire que expliquer. Parce que surtout en tant qu'ancien joueur. Voilà. Après, j'avais un cursus, une formation quand même scolaire, universitaire. J'ai une maîtrise STAPS, éducation motricité, qui m'a enrichi sur cet aspect-là. Mais moi, c'est surtout le terrain et mes expériences. En fait, je suis allé d'expérience en expérience pour m'enrichir en tant que manager. Ta première vraie formation, en tout cas, c'était sur le terrain, de devoir mettre en avant les autres, quoi. Ouais. Et tu as eu à faire des formations plus classiques après ou... Très peu. On passait les diplômes qu'il faut anciennement, BE1, BE2. Aujourd'hui, c'est des DES. Mais c'est des formations où
on apprend très, très, très peu finalement ce qu'est le management. Hein. Ok. Et encore aujourd'hui, c'est des formations très techniques sur le jeu, le contenu, la stratégie, et très peu sur comment on gère des humains. Et puis, moi, j'ai une particularité, c'est que quand je commence à coacher à 26 ans, je coach pour certains mes anciens coéquipiers avec qui j'étais, donc collègues avec qui tu fais les troisièmes mi-temps, etc. Et puis d'un coup, tu passes de l'autre côté, mais tu es toujours la même personne. Donc tu peux pas faire du théâtre et jouer un rôle alors que tu viens de passer des années, entre guillemets, de camaraderie. Et en plus, des joueurs plus âgés que moi, ce qui n'est pas forcément confortable au départ. Donc, Et comment j'ai tu pas t'y fait de prends ça? calcul, en fait. Comment tu t'y prends ça à 26 ans? Parce que c'est quand même jeune de manière générale et Oui. encore plus sur le terrain. Enfin, Ben, j'ai essayé d'être moi-même. En fait, je me suis pas posé de stratégie, je me suis pas posé de questions. J'ai fait ce que je pensais qu'il fallait faire à l'instant T, sans méthode, sans juste, entre guillemets, avec mon cœur, avec mes émotions. Et comme je disais aux joueurs, quand on est ici, ben, je suis un entraîneur, tu es un entraîné, chacun va respecter son rôle. Quand on sort du terrain, je suis Rémi Juita et tu es à nouveau. Donc, on peut être pote en dehors. J'ai la particularité. Mamadou Dia, qui a été mon capitaine emblématique et qui est aujourd'hui, du coup, devenu mon assistant, ouais. avec qui on pouvait faire les 400 coups en dehors du terrain, mais avec qui j'étais très, très, très dur et exigeant quand on était au terrain. Finalement, c'était plus difficile pour les autres que pour moi. Ok. Parce que moi, je le faisais, Assez entre naturellement. guillemets, naturellement, comme si c'était presque un coéquipier, avec un rôle, bien sûr, un pouvoir plus élargi, parce que j'étais coach. Mais c'est plus pour eux qu'il fallait qu'ils aient cette capacité à dire, là, on est dans le cadre du travail, il y a Donc, un il y a un respect, trait. etc. Quand on sort, on sort. Donc, finalement, je pense que ça a été plus pour les joueurs au départ, parce que pour je toi. continuais à faire un peu Ouais. les troisième mi-temps avec eux quand même, parce qu'à 26 ans, on aime bien Ouais, enfin, continuer à les faire. ouais. Et je pense qu'il s'est créé quelque chose où ils ont ressenti que j'étais sincère et juste, je sais pas, mais en tout cas sincère et honnête dans ce que je faisais, et que du coup, ça la greffe a prise. Après, la première année, je vais pas négliger, j'ai quand même eu 6 joueurs du centre de formation Ok. qui avaient donc moins de 18 ans, que j'ai intégré tout de suite en équipe pro, que j'ai complété par 3-4 joueurs d'expérience. Et ça, c'est perçu Donc c'était comment? un peu quand même Ouais. mes petits qui donnaient tout ce qu'ils avaient, parce que la fierté d'être mis en Mis en pro là où première, personne c'est leur clair. donnait d'opportunité. Du coup, on a fait une saison extraordinaire, on finit 2e et on loupe la montée sur le dernier match de l'année, et la 2e année, on est monté, et puis voilà, Ouais, donc la après, sauce a prise, quoi. au fur et à mesure, j'ai gagné, je pense, en respect, crédibilité, ainsi de suite, et vous savez comment ça se passe. L'histoire a démarré comme ça. Prendre un poste de management à 26 ans, c'est dur partout. Dans le secteur du sport, il y a vraiment des difficultés qui sont associées à ce milieu-là. Qu'est-ce qui est dur pour toi dans ce secteur? Ce qui est dur, c'est, et surtout quand on est jeune, de faire la part des choses. On se laisse vite envahir. Ouais. Donc finalement, c'est la famille qu'on laisse beaucoup de côté dans ces moments-là, parce que ben, on est guidé par la passion. Moi, j'ai la chance de dire, et je le dis encore aujourd'hui, que j'ai jamais travaillé de ma vie, à part quand j'étais jeune et je faisais un peu d'intérim l'été Ouais. pour payer les vacances. Mais là, ici, c'est pas. J'ai jamais eu le sentiment d'aller au travail. Donc, ce qui est bien, et je me rends compte maintenant avec le recul que c'était pas toujours bien, parce que du coup, le travail venait chez moi à H24. Je suis jamais parti en vacances sans mon téléphone. Voilà, j'ai été connecté pendant 20 ans de ma vie avec le basket, le recrutement, enfin voilà, à gérer plein de choses, et de pas avoir su faire des fois des coupures ou m'octroyer des soupapes, a créé une charge aussi mentale. Et c'est pour ça que l'année dernière, avant d'arriver à la rupture, j'ai vraiment ressenti que fallait que je fasse cette pause et que je crée cette soupape au lieu d'une petite. Ben, j'en ai fait une grande, quoi. Surtout qu'en plus, c'est vraiment quelque chose qui a l'air de transparaître, mais c'est un club où il y a beaucoup de valeurs. Enfin, on a envie d'y mettre Ouais. du sien, on a envie d'en mettre de l'envie, de la famille. Donc Bien sûr. forcément, ça prend encore plus de temps, encore plus d'énergie. Exactement, et qu'il faut donner du temps à tout le monde, parce Mmh. que ces valeurs-là, c'est les valeurs de ce club. C'est un club familial au départ. Mmh. On est dans un village de 15-16 000 habitants. On doit être dans la proximité de tout le monde. On doit passer autant de temps avec le joueur pro qu'un jeune de 10 ans, parce qu'on doit rester des gens simples, accessibles. Et c'est ce qui a fait notre réussite, c'est qu'on a toujours un peu surperformé grâce aux hommes qui s'impliquaient Un peu plus. plus. Tout le monde avait fait du dépassement de fonction. Voilà, comme ça se voit dans beaucoup de clubs. Attention, on n'est pas les seuls au monde, mais on a eu cette réussite on a vraiment mis les hommes au cœur du projet, et c'est l'humain qui a fait notre réussite, plus que le financier ou le tactique ou tout ce que vous voulez. Donc, ça prend plus de temps, plus d'énergie, ça coûte. Aujourd'hui, en tant que manager, tu y arrives un peu plus, à faire cette part des choses. Oui, un peu mieux. Ok. Tu Un fais peu comme mieux, même si
c'est compliqué parce que là, on est dans une situation un peu particulière. On doit relancer toute une organisation sportive, un projet, etc. Donc, depuis ma reprise fin juin, les journées, les nuits sont chargées. Donc, c'est pas là où je peux le plus facilement m'octroyer. Mais dans mon approche, quand même, aujourd'hui, j'arrive à être plus indulgent avec moi-même, à prendre un peu plus de recul et relativiser un peu plus face aux échecs. Ouais, prendre plus de recul sur les choses, choisir un peu mes combats, comme on dit. Parce que finalement, quand on mène trop de combats, c'est usant et on n'est peut-être pas forcément très efficace non plus. Et par la structuration du club, on a renforcé aussi toute la RH, on va dire, club, qui n'était pas le cas avant, hein, puisque faut pas oublier qu'on a toujours été un petit budget des divisions par le passé. Il a fallu toujours d'abord gagner et ensuite être accompagné et être suivi. Et pas on te donne les moyens et il faut réussir. Donc du coup, le sportif a toujours été la locomotive du club, donc avec cette lourde responsabilité. Alors qu'aujourd'hui, on essaie d'inverser les choses pour que le club soit structurellement pas dépendant à outrance du sportif, comme ça a été le cas par le passé. Donc voilà, il y a des changements et des mutations à faire, même dans l'approche. Tu dis donc que généralement, vous avez été vachement tiré par le sportif. On gagnait, donc on avait les moyens de faire. Dans les valeurs que vous avez envie de pousser, généralement, c'est aussi des valeurs qui prennent du temps. Tu parlais de la rigueur, etc. Oui. Comment, dans ce secteur, on arrive à concilier le besoin de temps long avec la réalité des résultats directs? C'est le problème du sport professionnel. Ouais. Hein. C'est le problème et le problème du basket en particulier, puisque c'est quand même le club où il y a le plus de turnover en termes d'effectifs, puisqu'on fonctionne pas avec 2 mercatos comme au foot, où c'est ciblé, où on peut changer les joueurs presque tout au long de l'année, jusqu'au 28 février. Cette instabilité d'effectifs est pénalisante pour les managers comme moi, qui ont envie de mettre quelque chose. Besoin de mettre de l'humain, de mettre de la dynamique. Et c'est vrai que c'est un management ça serait plus simple de ne regarder que les résultats bruts, les stats des joueurs, ça va pas, on change et jusqu'à ce qu'on trouve. Mais en fait, ça aussi, ça nous a été guidé, 1, par nos valeurs, et 2, par aussi nos contraintes budgétaires, parce que faire du turnover d'effectifs, ça coûte de l'argent. Et moi, ma femme vous le dirait, j'avais tendance à beaucoup plus surveiller les finances du club, de par la responsabilité, que mes propres finances, sur lesquelles je ne suis pas le meilleur. Je vivais, c'est ce que j'ai toujours dit à mes joueurs, et je pense que ça a créé une forme de respect, et encore cette année. Je n'ai pas eu de directeur sportif au-dessus de moi. Je pouvais me cacher derrière personne. Et si un joueur est en échec, je le vis comme un échec personnel, parce que soit j'ai mal choisi le joueur, soit je le fais mal évoluer, et j'arrive pas à optimiser ses performances. Donc, je le vis très souvent et peut-être trop souvent comme un échec personnel. Donc, mon but, c'est de faire réussir tous ceux qui viennent là. Et donc, il faut que je leur donne du temps, il faut que je mette de l'accompagnement. Et ce temps-là, à haut niveau, aujourd'hui, c'est ce dont on dispose le moins. Ouais. J'ai la chance d'avoir une légitimité un peu supérieure à ce que peut-être d'autres coachs, à part, je disais, Pascal Donadieu à Nanterre, mais qui sont des coachs historiques dans le même club. J'ai aussi cette chance-là qui m'a permis qu'on me laisse le temps, malgré parfois des situations un peu délicates sportivement. Mais ça aussi, c'est un peu le crédit du travail effectué avant. Et donc, du coup, voilà, tout ça a fait que le club a réussi à se construire sur ces valeurs-là. On t'a laissé prendre le temps, quoi. Parce que t'as fait tes preuves. Mais on sait bien aussi qu'à un moment donné, il y a des réalités de résultats. Hein. Et puis, j'ai toujours dit, quand j'ai décidé d'arrêter, la première année, on est descendu, j'avais proposé ma démission, sincèrement, parce que je l'avais vécu comme un échec. Et sans recul de se dire qu'avec les moyens qu'on avait, avec tout ce qu'on avait vécu, peut-être que n'importe quel autre coach n'aurait pas mieux fait, peut-être. Mais souvent, on a tendance à pas trop parler comme ça. J'attendrai jamais qu'on vienne me dire il faut que tu t'écartes. C'est mon bébé, c'est mon club, j'ai ce sens du devoir. Et pour reprendre des fonctions, j'aurais le même sens du devoir si un jour j'estimais que je ne suis plus ou pas la personne, en tout cas sur ce poste-là, adaptée et que je mets mon club en danger. C'est une approche différente. On est de ce qu'on vit dans la réalité des clubs de haut niveau où c'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Donc. Mais c'est une manière très incarnée, en tout cas, de vivre le management, quoi. Voilà. Et je reprends tes mots sur ce que tu dis par rapport à l'échec. Dans le sport,
plus que dans le milieu du management classique, en tout cas, il y a un rapport très direct à l'échec. Enfin, tu gagnes un match ou tu le perds, donc tu peux vite voir. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi manager l'échec? Comment tu fais? D'abord, analyser l'échec, les raisons de l'échec, pour mieux le manager. Est-ce que c'est un échec légitime? Parce que toute défaite n'est pas un échec. Et j'avais tendance, plus jeune, à vivre chaque défaite comme un échec. Des grands managers qui disent quand on perd, on apprend. Je ne veux pas refaire le... Mais quelque part, quand on perd un match ici contre Villeurbanne qui a 5 fois notre budget, est-ce qu'on peut appeler ça un échec? Non. Donc il faut être capable de rebondir. Il y a des échecs et il y a des résultats. Voilà, positifs, négatifs. Mais quand il y a le sens d'avoir bien travaillé et que, ce que je dis toujours aussi à mes joueurs, je pense qu'on vit mieux l'échec quand on n'a pas de regrets. Et pour pas avoir de regrets, il faut mettre les ingrédients, il faut être concentré, il faut bien préparer les matchs, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et après, la particularité du basket, c'est qu'il n'y a pas de match nul. Et souvent, on l'oublie. C'est clair. Tous les week-ends, enfin, après chaque match, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et on ne dira pas, il y a un bon, un nul, et un qui a du succès et un qui a des échecs. Donc l'échec, faut savoir le rationaliser, je pense, parce que sinon, très vite, on peut psychologiquement plonger dans des années où, surtout nous qui avons eu pendant de très longues années, donc de la 5e division jusqu'à la Pro B, où on a beaucoup gagné. Donc apprendre à perdre pour savoir après gagner les matchs qu'il faut au moment où il faut, c'est une expertise aussi que j'ai appris sur le tard, entre guillemets, en l'ayant vécu plus tard. Parce que tu avais plus de mal là-dessus au début? Oui, j'avais beaucoup plus de mal parce que j'avais tendance à tout remettre en question, à faire des séances vidéo, de débriefing, de défaites qui pouvaient durer, qui partaient en règlement de compte, parce qu'on voulait régler tous les problèmes en une seule séance. Voilà. Moi, je me suis fait quand même, on va dire que je suis un peu autodidacte dans ce métier-là, puisque je me suis fait joueur, entraîneur sur le tas, et j'ai jamais été adjoint de quelqu'un d'autre. J'ai jamais été donc assistant, j'ai jamais vu d'autres méthodes que la mienne, mis à part mon expérience de manager avec l'équipe nationale du Mali, où j'ai vu un autre environnement, mais encore une fois, dans le même rôle, mais dans un environnement différent. Je me suis construit d'expérience en expérience, et une situation que j'ai mal gérée, j'essaie de la gérer différemment. Dans mon vestiaire, il est écrit en gros, c'est en anglais, mais une erreur répétée plus d'une fois est une décision. Je dis la même chose à mes joueurs. On a le droit de faire des erreurs, mais toujours différentes. Pour moi, ça, c'est progresser. Et les managers font des erreurs. Si tu reproduis toujours la même erreur, c'est que tu veux. C'est que ça, au bout d'un moment, c'est ou que tu n'as pas la bonne analyse et ou que tu n'es pas fait pour ce métier, tout simplement. Ok, donc pour toi, il y a vraiment une différence à faire entre l'échec et la défaite. Enfin, c'est ça. L'échec qui peut. Oui, qu'est-ce que l'échec? En fait, quand est-ce qu'on appréhende ça comme un échec et quand est-ce qu'on a 5 blessés et on perd contre le dernier, c'est un échec, mais. Oui, c'est un échec si on regarde que les résultats. Et ce qui est très difficile dans le sport, c'est qu'on a des évaluations tous les 3-4 jours. Parce qu'un match est une évaluation, parce que c'est la seule chose que les gens voient. Pour faire un match, on s'est entraîné 9 ou 10 fois dans la semaine. Donc moi, l'évaluation, elle porte sur l'ensemble. Sur 10 séances et pas que la 10e séance qui est l'évaluation. Donc mais malheureusement, le haut niveau, c'est ça, c'est être bon au bon moment, et après, si tu as été nul toute la semaine, tout le monde s'en fout en fait. C'est les gens, ils regardent ce qui se passe à l'instant T, et c'est ça qui rend plus difficile, je pense, le management dans le sport de compétition, où il y a un jugement. Et aujourd'hui, avec aussi encore plus de présence dans les réseaux sociaux, les médias, avant on était jugé que par les gens qui étaient dans la salle, aujourd'hui on est jugé par des gens dans le monde entier. Et à la limite, nous, managers, je pense qu'on est plus capable de l'encaisser parce qu'on a l'habitude. Les joueurs ont une approche complètement différente aussi de leur performance individuelle, du fait qu'ils soient jugés maintenant par tout le monde et qu'ils aient parfois des feedbacks par des gens qui leur donnent des conseils, mais qui ne connaissent pas vraiment très souvent moins bien le basket qu'eux-mêmes ou que moi-même. Et comment tu arrives à gérer justement la vision de l'échec des équipes, enfin dans ton équipe? Parce que toi, moi déjà, à titre personnel, un jour je suis tombé sur un dicton qui a fait tilt pour moi, c'est n'écoute jamais les critiques de quelqu'un à qui tu n'aurais pas demandé un conseil. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense que tout ce qui est, ce que pensent les gens dans les tribunes, etc., bien sûr qu'on aimerait que tout le monde nous aime, c'est le propre.
Je pense qu'il y a personne qui dirait le contraire. Mais après, ce qui compte, c'est d'être droit dans ses baskets et, entre guillemets, de prendre en considération des critiques, et des critiques positives et constructives. par des experts ou par des gens qui vivent dans l'environnement, qui maîtrisent tous les enjeux, enfin, qui connaissent les enjeux pour comprendre aussi pourquoi on fait des choix et pas seulement un résultat ou voilà. Déjà, ça, c'est, je pense, une manière de se protéger de tout ce qui se passe aujourd'hui avec notamment les réseaux sociaux, beaucoup. Hein. Le conseil que nous, on peut essayer de pousser aussi en entreprise, c'est quand il y a quelque chose que vous considérez comme un échec ou une défaite, il faut prendre du recul. Prendre du recul pour l'analyser à froid et se poser la question ensuite de « OK, pourquoi on a perdu ?» Est-ce que c'est une affaire d'engagement perso? Est-ce qu'on a échoué parce qu'on n'a pas mis les ressources au bon endroit? Ou alors parce que c'est juste la réalité de la vie? Donc, comme tu disais, Rémi, dans le sport, parfois on gagne, on perd. On peut faire un parallèle. Pendant le Covid, par exemple, les ventes en magasin, forcément, elles allaient être en baisse. Est-ce qu'on considère ça vraiment comme une défaite? C'est la réalité de la vie, quoi. Donc voilà, par moment, il faut juste prendre un peu de recul, analyser ça à froid. Ça permettra de prendre des meilleures décisions dans un deuxième temps. Ça me rappelle, on a fait une table ronde donc, avec Patrick sur le stratège. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film. Donc avec Brad Pitt et donc sur le film. Et pareil, il y a un moment, Brad Pitt est en train de remanier un peu son effectif. Et tu as son assistant, du coup, qui lui dit « Mais on va se faire tuer par la presse. » Voilà. Et donc, il lui dit « OK, mais on s'en fiche de ce qu'en pense la presse, parce que un peu comme ce que tu es en train de dire, c'est pas avec eux qu'on va jouer. On n'a pas vraiment besoin de leur retour. C'est pas leur critique qui compte vraiment. Donc, si on a l'impression qu'on est droit dans nos bottes et que ça va de pair avec la tactique qu'on essaye de mettre en place, eh ben, on y va, quoi. » En théorie, ça devrait être toujours ça. En théorie. Alors, c'est plus dur à faire. Après, malheureusement, on prend le cas de la presse, mais c'est beaucoup plus. Et puis, nous, on est dans une région où il y a l'OM. Donc, où on voit ça, place, où la presse a une influence très importante, alors beaucoup plus sur le foot que nous. Je ne suis pas en train de comparer à ce qu'on vit nous, parce que ce n'est pas des choses qu'on vit, mais la réalité des managers sportifs aussi, c'est que la presse, elle a une tendance à mettre très vite la pression sur les clubs, sur l'équipe, sur les présidents, sur les décideurs, et souvent pour exister, pour montrer qu'ils sont là et que tout est sous contrôle, eh ben, on a le fameux fusible du manager ou du coach qui saute parce qu'on peut le faire à tout moment dans une saison, alors que les joueurs, il faut respecter les mercatos. Donc oui, ça serait bien de ne rien écouter, de se mettre dans une bulle, mais la réalité, c'est que nous, on le fait, mais c'est compliqué à faire. Mais c'est compliqué quoi. Parce qu'il y a des dirigeants, parce qu'il y a des joueurs que ça affecte. Donc, il faut naviguer là-dedans. Par rapport à ce que tu dis, la presse, elle a un peu cette capacité à créer un sentiment d'urgence. Enfin, un peu, il faut gagner demain, sinon il faut virer le coach, etc. Et dans le sport, peut-être de manière un peu plus visible que dans les entreprises classiques, on peut souvent avoir des sentiments d'urgence, justement. Donc, dans un match, c'est un temps mort, on vient de prendre un run de l'équipe adverse, on a des mots à donner. Par exemple, dans ce cas-là, qu'est-ce que toi, tu vas dire? C'est vraiment... Je pense qu'on est le sport où les managers ont c'est pas je pense, c'est des études qui ont prouvé qu'on est le sport où les managers ont le plus de prise de décision à avoir au cours d'un match. Parce qu'il y a tout le temps des... Enfin, il y a pas que, alors, je dénigre pas encore une fois le foot, mais je prends le comparatif. Une fois qu'on a choisi les 11, le système de jeu, alors maintenant avec les 5 remplaçants, ça met un peu plus de tactique. Avancer, on peut changer de système en cours de match, mais pendant longtemps, on prenait un système et c'est que le lundi d'après qu'on pouvait... Alors que nous, on choisit 5 joueurs, mais au bout de 10 secondes, on va peut-être en changer un autre, on s'adapte à l'adversaire, donc il y a des changements, des temps morts, la mi-temps, des systèmes de jeu à chaque possession, des systèmes défensifs à chaque possession. Un match, c'est 160 possessions, 80 chacun en moyenne. Donc il y a les décisions et les décisions à ne pas prendre aussi. C'est une prise de décision de ne pas en prendre. Est-ce que je prends le temps mort ou je le prends pas? Donc quand je décide de pas le prendre, j'ai déjà pris une décision. Donc on est dans des métiers où il y a énormément de gestion d'urgence et de gestion d'incertitude. Et je te pose cette question avant de te laisser finir, parce que dans les entreprises qu'on va accompagner, le sentiment d'urgence, il est peut-être pas aussi direct que dans le basket où on va devoir prendre un temps mort, mais en même temps, on accompagne des gens en usine où tu peux avoir un problème de production. Pareil, là, il y a une urgence à gérer et donc le manager, il doit prendre une décision assez rapidement, solliciter quelqu'un. Mais en fait, souvent, ils ont quand même des situations d'urgence. Souvent, dans le monde du travail, le manager, il a accès, avant de prendre ses décisions, à des tableaux de reporting, à des chiffres d'affaires ou à les situations d'urgence spontanée. C'est souvent quand il y a du risque sur la sécurité. Voilà, il y a un feu, ok, là d'accord. Même s'il y a des process, normalement, s'il y a le feu, on fait ça. S'il y a un blessé, on fait ça. Il y a quand même des process. Là, il n'y a pas de process. Il n'y en a pas, c'est ça. Là, on est quand même sur du ressenti et on n'a
pas le temps de reculer, d'analyser le soir pour dire là ça va plus, demain je vais changer ça. Ça on le fait, mais après les résultats. Exact. Voilà, et on travaille pour essayer d'avoir un meilleur résultat, mais à l'instant T du match, je pense que par exemple, prenons une situation, ok, donc si c'est un temps mort, le match est très serré, donc c'est un match important. Et l'équipe adverse vient de mettre les 3 paniers d'affilée, donc là, il faut remotiver les gens. Qu'est-ce que tu leur dis dans ce cas-là? Très souvent, quand c'est ces moments-là, il faut réussir à avoir un temps mort. Il faut savoir que c'est 40 secondes. Ouais, c'est pas, justement, utile, c'est très court. Peut-être même un peu moins, puisque maintenant, il y a la volonté que les joueurs reviennent vite sur le terrain, donc on nous réduit encore plus les temps de parole. Je pense qu'il faut réussir à chaque fois à avoir à la fois une communication liée sur la motivation, la concentration, enfin, tout ce qui est l'approche, et aussi mettre des contenus. Quand on prend un temps mort, des fois, on pourrait, ça m'arrive de ne pas du tout parler du jeu, de parler de comportement, de la dureté défensive, de l'engagement, de valeur finalement. Donc là, c'est plutôt des temps morts de remobilisation. Puis il y a d'autres temps morts où c'est l'approche tactique ne va pas, on fait un petit ajustement pour essayer de perturber l'adversaire et casser entre guillemets sa dynamique à lui et en créer une pour nous. Et l'adversaire fera la même chose pour casser la mienne et on joue aux échecs en fait. Et qu'est-ce que tu t'interdis de faire par exemple dans un moment comme ça? Est-ce qu'il y a En fait, je me suis jamais posé la question non plus. Comme je vous ai dit, je me suis beaucoup construit à l'instinct et à l'expérience de terrain. Donc, je réponds pas à une méthode ou. Moi, je prépare très peu mes matchs. Tout le monde est surpris. Moi, avant le match, je suis détendu parce que de toute façon, j'ai aucun poids entre guillemets. Je ne fais pas le match dans la tête avant en disant s'il y a ça, je vais faire ça, s'il y a ça, je vais faire ça, parce qu'il y a des scénarios. Il y en a 1 million. Donc, ça sert à rien de se créer des scénarios. On le prépare. On sait ce qu'on veut faire, la stratégie globale. Et après, on a juste à l'analyse spontanée du terrain, comme fait un joueur. Un joueur, on lui dit, tu dois jouer comme ça. Je prends souvent l'exemple du foot. Tu dois jouer sur tel circuit préférentiel, etc. Mais à un moment donné, il y a une situation qui se présente. Le talent du joueur, la capacité d'analyse fait que il va prendre une décision autre. Et nous, c'est, je pense, un peu la même chose. Ton parcours m'a fait penser à une question. Tu t'es vachement formé sur l'expérience et, comme tu dis, sur ce que tu as vécu. Nous, quand on accompagne des entreprises, quand elles ont besoin d'aide, des fois, elles vont nous solliciter. En tout cas, elles ont des canaux, il y a des formations, etc. Vous, en tout cas, dans le milieu sportif, et toi en particulier, vous pouvez vous retrouver très seul. Qu'est-ce que tu fais, toi, si tu as besoin d'aide? Qui t'appelle? Qui tu contactes? Surtout l'échange avec d'autres coachs. Nous, qui nous apaisent ou qui nous amènent des solutions. Parce que tu échanges souvent avec d'autres coachs? Oui, j'échange énormément avec les autres coachs. Alors après, au bout de 20 ans, et je pense que je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le partage. Le fait de pouvoir échanger avec les autres coachs, de voir ce qu'ils font aussi, permet, je pense, à nous à moins se sentir seul. Parce que c'est vrai qu'après, les joueurs ont tendance à se retrouver après, victoire, défaite, aller parfois manger un morceau ensemble ou boire un coup, etc. Les coachs, on a tendance à s'isoler et déjà de se mettre dans l'analyse, donc à se faire un peu du harakiri très souvent. Et de plus en plus de coachs d'ailleurs font appel à des coachs mentaux pour justement les aider là-dessus. Moi, je pense que c'est surtout un peu les échanges et de se rendre compte que ce que je vis, les autres le vivent aussi. Alors, est-ce que parce qu'on est tous dans la même galère, ça nous apaise un peu, entre guillemets? C'est surtout ça, parce que c'est ce dont on se plaint, nous aussi, les entraîneurs. C'est que je pense qu'on manque d'accompagnement. Il y a des syndicats d'entraîneurs, etc., qui sont là beaucoup pour la protection juridique, pour le statut. Mais on en oublie beaucoup les répercussions psychologiques, mentales qu'il y a sur les managers. Et ça, dans le sport, je pense qu'on le prend très peu en compte. Surtout dans un club comme le vôtre où tu disais, toi, tu avais beaucoup de place, mais donc beaucoup de casquettes aussi. Donc tu te retrouves vite tout seul à devoir tout gérer en même temps. Et exposé aussi, parce que tu peux pas tout bien faire. Et plus tu prends de décisions, plus tu as des chances d'en prendre une mauvaise. Il n'y a que ceux qui prennent aucune décision qui font tout juste. Puis même quand c'est pas toi qui les prends, quand tu es le personnage emblématique, c'est toi qui dois l'assumer quand même si des fois c'est pas de ton fait, mais à un moment donné, on peut pas avoir que les avantages. Il faut aussi avoir les inconvénients qui vont avec et savoir les gérer, en fait. Ça, c'est vraiment, pour le coup, un conseil qu'on donne aussi pas mal aux managers qu'on accompagne, c'est le côté mise en contact. En fait, quand ils arrivent à partager sur leurs problématiques, comme tu disais, tu te sens un peu moins seul, parce que tu vois que les autres partagent un peu la même réalité. Et en même temps, tu as des conseils qui peuvent émerger et donc forcément, t'en tires quelque chose. Ouais, exactement. Ce partage-là est riche. C'est là où on se sent moins isolé.
Mais il y a une vraie solidarité entre les entraîneurs parce que plus les entraîneurs sont sur siège éjectable ou les fameux fusibles, plus ça nous resserre parce que la vérité d'un gars qui est premier invaincu, il sait très bien que dans l'année d'après, c'est lui qui sera dernier et qui vivra ce qu'on vit. Donc, il y a quand même une solidarité qui est plutôt une bienveillance qui est assez, en tout cas dans le basket français, qui est assez sincère et je pense que ça, c'est bien. Bah ça, c'est aussi un message qu'on pousse beaucoup chez Albus, cette idée de, quand vous êtes manager, essayez d'aller vous inspirer à l'extérieur. Parce que votre poste de manager, c'est des postes très seuls. Donc vous pouvez difficilement aller vous conseiller auprès des équipes que vous managez. Parfois, c'est difficile d'aller voir sa hiérarchie pour se plaindre ou dire ce qu'on a sur le cœur. Donc, allez voir d'autres entreprises pour aller sonder ou discuter avec les gens qui ont le même poste que vous. Déjà, ça permet de voir que vous n'êtes pas tout seul, que vous partagez les mêmes problématiques avec d'autres personnes dans d'autres boîtes, dans d'autres secteurs. Mais ça peut aussi vous permettre de choper des conseils qui sont vraiment souvent applicables, parce qu'en réalité, on l'a entendu ici, mais c'est rarement totalement différent. Les problématiques des managers, elles se ressemblent assez souvent. Donc, vous pouvez tirer des conseils, des choses à appliquer. Ça vous aidera, vous vous sentirez moins seul. Puis ça donne un peu, parfois, un second souffle. Du coup, on vous conseille vraiment d'aller vous inspirer dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs. Allez questionner des gens qui ont le même poste que vous, allez discuter avec eux. Ça vous sera utile. Tu l'as dit plusieurs fois, ça se voit un peu aussi dans la salle. Donc, les valeurs sont vachement importantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en tout cas dans ce secteur, d'essayer de les transmettre sur le terrain? Ce que je dis, on ne peut pas garantir le résultat. C'est la seule chose qu'on ne peut pas garantir, mais on doit garantir aux dirigeants qui nous ont fait confiance et qui nous payent, aux supporters qui nous soutiennent, aux partenaires qui investissent aussi pour qu'on puisse vivre de notre passion. Enfin voilà, avec la collectivité, enfin avec tous les gens qui soutiennent, on a un devoir au moins d'investissement, d'engagement. Et ce devoir-là, c'est là-dessus que j'essaie d'être intransigeant en disant, si déjà on se bat ensemble, parce que se battre, tout le monde peut se battre, mais se battre ensemble, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, il faut avoir de la cohésion d'équipe et c'est le minimum que j'attends de mes joueurs. Après, un joueur qui est maladroit, aucun joueur fait exprès de louper un tir. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pourquoi il est maladroit, parce qu'il ne prend pas des bons tirs, parce qu'il faut qu'il travaille plus, parce qu'il est stressé. Donc, à nous de trouver les solutions pour l'aider le plus possible, s'il a envie d'être aidé, parce que quand ils n'ont pas envie, il faut changer de joueur. Ça, pour moi, je ne suis pas un gros consommateur de joueurs et je suis souvent très fier de dire qu'en 19 ans, je crois que je me suis séparé de 6 ou 7 joueurs, ce qui est plutôt une norme par saison chez d'autres. Basse, ouais, c'est clair. Mais oui, ces valeurs d'engagement, pour moi, c'est le minimum qu'on doit. Dans le Sud, on dit qu'il faut mouiller le maillot, en quelque sorte, mais c'est ça. Déjà, on commence par mouiller le maillot et après, on parlera de tactique, technique et d'efficacité. Ça, j'allais dire, ça devient mon problème, mais je leur dis à eux, votre problème, vous, c'est d'être sûr de mettre les ingrédients qu'on vous demande. C'était la manière dont tu jouais un peu, j'imagine aussi. Voilà, c'était exactement ça. J'étais plutôt un meneur... on me surnommait aux États-Unis la glu, voilà, qui avait tendance, parce qu'à la fois défensivement, j'étais quelqu'un qui s'engage beaucoup, qui essayait de polluer le jeu adverse, et aussi la glu parce que j'étais celui qui faisait que tout le monde restait collé entre guillemets et un peu le fédérateur. Donc tout ça se retrouve, je pense. Je pense qu'on est les managers, enfin, selon l'homme qu'on est, voilà, parce que faire du théâtre. Moi, j'y arriverai pas. Ça sera encore plus coûteux. Et puis, on peut pas tricher. On peut pas tricher dans l'humain, enfin, à mon sens. Ou ça dure pas longtemps. Les gens vont comprendre qu'il fait semblant de crier, mais il est gentil. Ou il fait semblant d'être gentil, mais par derrière, c'est un gars un peu tordu, etc. Moi, j'essaie d'être moi-même avec mes qualités, mes défauts. C'est un peu ce que j'entends, en tout cas. Enfin, ton management te ressemble beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser aussi chez les managers qu'on accompagne, c'est de trouver... Bien sûr, tu peux travailler d'autres aspects de ton management, etc., parce que c'est important. Mais en même temps, ce qui marche le mieux, c'est d'être sincère, parce qu'on manage devant tout le monde, en public. Donc, si on joue un rôle, comme tu dis, ça marche beaucoup moins. Nous-mêmes, on est moins à l'aise. Les gens le sont aussi très peu, parce qu'ils sentent que ça ne nous ressemble pas, et on n'arrive pas à être efficace. Quoi. Donc, il y a vraiment un message de... Je pense qu'en résumé, voilà, il faut être soi-même. Des problématiques qu'on retrouve souvent en entreprise, c'est la difficulté, justement, de créer une cohésion entre les seniors et les nouveaux, par exemple, enfin, en tout cas avec la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi et les gens qui sont les vieux de la vieille. Dans le sport, on doit le faire en permanence parce qu'on a tout le temps des nouveaux joueurs, etc. Et tu en parlais en disant que toi, c'était vraiment important pour toi la cohésion. Oui, comment tu fais? Alors là aussi, j'avais pas de recette miracle. C'est mon expérience. Comme je vous ai dit, la première année où je suis passé coach,
Parce que c'est ça la genèse de cette vision-là, c'est que j'ai monté des jeunes Ouais, c'est que ça. j'entraînais au centre de formation, qui Qui avait avaient 18 moins de ans. 18 ans, et j'ai gardé des coéquipiers qui avaient 34, 35 ans. Donc faire cohabiter des générations complètement différentes, et déjà c'était le premier enjeu de manager que j'ai eu C'était à avoir à gérer, c'était celui-là. C'est faire cohabiter les différentes, intergénération, Ouais, comme on c'est ça. dit, mais aussi les différences de culture, parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers dans le basket. Donc quand tu as des équipes où tu as 4-5 Américains, des Français, des joueurs de l'Est, des Africains, chacun des cultures différentes, des connaissances différentes, des jeunes, des moins jeunes, et beh, tout ça, ça passe par mettre de la cohésion, que chacun ait un rôle et qu'il accepte son rôle et qu'il s'épanouisse dans son rôle. Parce qu'il faut à un moment donné aller chercher l'épanouissement humain des autres pour qu'ils puissent te donner quelque chose. Il faut qu'ils se sentent épanouis et pas juste on me paye, je dois faire ça, mais j'aime pas ce que je fais. Donc il faut donner du plaisir. Et ça, ben, c'est du temps, c'est du sportif, beaucoup d'extra sportif aussi, beaucoup de communication. Après, j'ai toujours utilisé mes joueurs d'expérience comme des relais et j'ai toujours essayé de hiérarchiser, non pas dans tu es jeune, tu te tais, tu écoutes, l'ancien. mais plutôt j'ai toujours pris des joueurs d'expérience qui soient un peu des modèles. Voilà, ce que je demande à mes joueurs d'expérience, c'est que c'est à eux aujourd'hui de montrer comment on réussit aux jeunes. Et je dis aux jeunes, ben, eux ont réussi. Et je trouve que la transmission permet de faire grandir beaucoup plus vite que mon simple management à moi, mes simples entraînements. Je reprends le cas de Mamadou Dia, qui était quand même notre capitaine emblématique. Et il y a des jeunes aujourd'hui, Bodia Massa, qui est en équipe de France. Je pense que s'il n'avait pas eu la chance de jouer avec lui et de le voir faire par mimétisme, de refaire les choses, beaucoup d'échanges aussi et de conseils, ben, il n'aurait pas évolué aussi vite que ce qu'il a fait. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une recette que j'aime bien appliquer et aussi qui répond à une exigence de club, c'est que les jeunes joueurs pas encore révélés coûtent moins cher et les joueurs d'expérience un peu sur le tard, qui sont peut-être plus des joueurs dominants pour les clubs, voilà, redeviennent un peu accessibles. Donc, nous aussi, dans ces contraintes financières, c'est finalement un modèle qui correspond à nos valeurs et correspond un peu, on va dire, à la réalité économique de ce qu'on fait. C'est intéressant. Donc, il y a vraiment utilisé donc, les anciens comme des relais, des mentors. Guides, ouais. Et qu'est-ce que tu allais chercher du coup chez les plus jeunes dans ce cas-là? L'énergie, le côté un peu soldat, joueurs qui aussi mettent beaucoup d'implication, beaucoup d'intensité, parce que souvent c'est une récompense d'avoir un contrat pro, etc. Clair. Et c'est des joueurs qui comprennent aussi que si on leur donne leur chance, on leur permet de s'exposer, de se montrer. Ils ont besoin du collectif pour briller, mais encore une fois, ça demande des vraies enquêtes presque de moralité sur chaque recrutement, parce que si on se trompe sur l'homme, on se trompe sur le joueur. C'est sûr. Ça, c'est systématique. Ouais, donc, il y a vraiment ce côté, déjà, il faut que tout le monde trouve sa place et se fasse plaisir, autrement ça ne marche pas. Utiliser donc les anciens vraiment comme des relais, les nouveaux comme des piles électriques, en tout cas beaucoup d'énergie, mais aussi un petit côté soldat. Et qui, de temps en temps aussi font en sorte que les anciens ne se reposent pas trop sur... Voilà, mais tout ça, c'est du dosage aussi, parce que voilà, quand un ancien donne un conseil, moi, c'est comme s'il me répondait à moi. Je ne veux pas entendre oui mais. Si tu prends le conseil, tu l'analyses, peut-être qu'il n'est pas complètement juste. Et de toute façon, c'est la société qui fonctionne comme ça, où on a de moins en moins ce rapport, pas honnête, mais avec l'ancien, je trouve qu'on n'utilise pas assez les expériences des autres. Et comme je dis aux joueurs, vous voulez gagner en expérience, soit tu attends 10 ans, tu auras 10 ans d'expérience, soit lui qui en a 20, tu essaies d'aller chercher chez lui, tu vas peut-être gagner 5 ans. Et ça, il faut que dans l'approche aussi. Et ça, c'est de plus en plus dur. Et je pense que c'est ce qui est un peu en train de se passer à l'heure actuelle. On parle beaucoup de les nouvelles générations, les managent plus comme avant. C'est surtout ça qui paraît visible. C'est que on a tendance à penser qu'on sait tout, puisqu'avec Internet, on est tous docteurs. C'est clair. On peut savoir quelle maladie on a, etc. Ben aujourd'hui, on pense qu'on sait tout. Et ça, tu le vois aussi même dans le milieu sportif? Surtout dans le milieu sportif. Tu le vois, Et en plus qu'on est un sport qui, malheureusement, c'est le sport collectif où on individualise le plus les performances avec des statistiques sur tous les secteurs de jeu. Et les joueurs se vendent comme au foot, mais tout seuls. Des mixtapes, des trucs et tout. Voilà, donc il faut mettre ces valeurs-là. On peut pas, après une défaite, voir un joueur content parce qu'il a mis 20 points. Voilà. Mais chez les jeunes, au début, inconsciemment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut être tout le temps, faut être un peu dur avec eux. Et moi, j'ai à la fois la casquette un peu du guirou avec mes jeunes joueurs où
à la fois le deuxième papa et à la fois celui qui va essayer de tout verrouiller. Donc ça aussi, c'est pas évident. Il y a une dernière question qu'on aime bien poser donc à nos invités. Si tu devais donner donc un conseil à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, donc les managers qui veulent en apprendre un peu ton Moi, je expérience. pense que c'est ce que j'ai dit tout au fil de l'interview. Hein. Soyez vous-même, soyez sincère, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'on est le plus juste. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on s'y retrouve aussi personnellement. Ouais. Parce qu'à vouloir copier d'autres modèles, etc., parfois on se perd et on n'a plus d'identité. Et donc, je pense qu'un manager, c'est quelqu'un qui gère de l'humain et c'est avant tout un humain. Donc moi, mon approche, c'est je reste qui je suis et on voit ce qu'il en sort. Exactement. Eh ben, merci beaucoup Merci Rémi à vous. pour cette interview et pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin, si on veut voir vos résultats, si on veut pouvoir s'entretenir avec toi, où est-ce qu'on... Alors, les résultats sur la page du club des Bayers, bien sûr, site internet, les réseaux sociaux, etc. Et moi, titre perso aussi, sur mes réseaux sociaux, même si vous avez bien compris, je suis pas un grand fan et je suis très discret. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup surcommuniquer. Venez me voir à Parsemé. À la salle en résultat, j'avais du mal à m'y faire. J'ai dit encore Parsemé. Mais c'est ici qu'on me voit le plus. De toute façon, c'est ma deuxième maison, donc voilà. Et ben, ça sera avec plaisir en tout cas. Merci à vous.